importe que ce soit le vrai grand-parent ou quoi, ou une autre personne qui a été présente très longtemps dans sa vie, mais on parle plus, ça va être des changements de notions assez fortes. Que pensez-vous de ça? Est-ce que c'est le début d'un temps nouveau encore? Ben, je vous dirais, c'est la suite, dans le sens où le droit, souvent, va évoluer avec ce qu'on va appeler les mœurs, c'est-à-dire les règles morales plus ou moins formelles qui évoluent dans la société indépendamment du droit. Puis donc, la notion, tu sais, si je reviens à des clichés, avant qu'on abolisse la catégorie du recensement chef de famille, puis avant qu'on change le droit du mariage en disant on arrête de subordonner la femme à l'homme, ben les idées ont fait du chemin sur le terrain, là. Donc, il y a plein de couples qui souhaitaient et s'efforçaient d'avoir une vie plus égalitaire avant qu'on transforme le droit du mariage. Donc, de la même façon, ce dont vous me parlez, c'est du travail de législateurs qui s'efforcent d'harmoniser le droit avec la transformation de la manière dont se vit la parentalité puis la grand-parentalité. Puis donc, on a fait du chemin dans le fait de se dire, oui, OK, reconnaître le lien du sang, mais que la parentalité, c'est pas mal plus que le lien du sang, puis il peut y avoir une parentalité sociale par adoption ou dans des familles recomposées, donc dans toutes sortes de situations où c'est la relation avec l'enfant, la responsabilité vécue, assumée, le lien qui se dessine entre eux, qui est beaucoup plus significatif que le test d'ADN. Donc, c'est dans cette évolution-là, on pourrait dire des mentalités puis des normes dans la manière de considérer quelqu'un ou pas comme un grand-parent significatif, que le droit de la famille, sa fonction, c'est de essayer de remettre les choses en ordre quand l'ordre est troublé. Donc, que si on se retrouve dans une situation où ce qui avait l'air de bien fonctionner, on se découvre que ça fonctionne mal, ben la fonction du droit, c'est de mettre des règles pour essayer de réarranger les choses pour le mieux. Mais le mieux que pense le législateur, il s'efforce de le penser en rapport avec l'évolution de comment est-ce que les mentalités puis les manières de vivre ont changé dans le temps. Donc, moi, je vous dirais, cette réforme-là du droit, c'est dans la foulée de ce qui s'est vécu dans le temps nouveau depuis les années 60-70. Donc, la manière de repenser et vivre autrement la vie de famille, forcément, ça finit par avoir des répercussions sur le droit parce qu'on regarde le vieux droit comme dépassé et injuste, puis là, ça devient un objet de débat à savoir comment est-ce qu'on va redéfinir nos règles. OK, c'est intéressant. De l'Assemblée, une question. Avez-vous une opinion sur la privatisation des soins aux aînés malades versus les établissements publics? Difficile question. Je vais commencer avec un gros « ça dépend ». Le ça dépend est tout simple. Qu'on regarde du côté des services publics ou qu'on regarde du côté des services privés, il y a des lacunes dans plusieurs établissements. Donc, à mes yeux, ni un ni l'autre est garant de la qualité. Ensuite, ça devient un enjeu collectif. Si on élimine la privatisation puis qu'on se tourne vers quelque chose qui sera entièrement public, là, ça prend un engagement de l'État pour assurer la qualité de ce qui sera là. Parce que si on se retrouve, tu sais, je vais faire un parallèle avec les services de garde. Si on se retrouve avec un beau service des CPE où tout le monde devrait avoir une place, mais que c'est pas le cas, ça crée des problèmes. Puis donc, à ce moment-là, si on décide de dire non, on fait une place au privé, une grosse différence entre le privé et le public, c'est le contrôle et la supervision de l'État sur la qualité de ce qui s'offre là. Puis donc, quand on se retrouve avec les pires cas de CHSLD qu'on a vus pendant la pandémie, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait eu un manque de supervision, d'encadrement, de contrôle, puis de mesures coercitives envers les gens dans le privé qui ne remplissaient pas leurs responsabilités. Donc, la négligence, ça peut se vivre à la fois elle peut se présenter à la fois dans le public et dans le privé, puis c'est pas juste une négligence des gens qui travaillent là, c'est plus largement une négligence des gens qui doivent avoir soin du système, puis donc amener des moyens à la mesure des ambitions. Donc, j'ai pas de position campée en faveur de l'un ou de l'autre. Je vous dirais que
mon cœur est plutôt à gauche. Puis, j'aime bien l'idée de service universel, donc collectivement, on assumerait la responsabilité. Puis au Québec, on a quand même eu de beaux succès de ce côté-là. Mais là, la question des résidences pour aînés, on peut pas faire table rase puis tout reconstruire du jour au lendemain. Donc, il y a quand même un enjeu d'adaptation de l'existant si on décide de changer d'orientation. Puis, un souci que les gens qui ont des besoins, ben ils peuvent pas attendre une éternité, là. Donc, c'est aussi ça dans la question de la réforme. Pour moi, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle est pressante. OK, je comprends. Fait qu'à ce moment-là, on peut pas. Je vous dirais, c'est comme quand on fait une critique d'une vie de banlieue où les gens seraient trop dans la consommation, l'usage de leur automobile. Oui, mais c'est là qu'on habite actuellement. Donc, comme c'est des espaces habités, on va pas détruire la ville et reconstruire la ville. Il faut entreprendre de changer l'existant pour le mieux. Puis donc, j'ai envie de dire, le débat idéologique nous libère pas de la question de qu'est-ce qui est l'existant puis comment ici maintenant on peut améliorer ce qui est là. Non, je comprends. Je vous vois raisonner là, puis c'est d'autant plus intéressant. Une question qui est importante. Vous avez vu les données statistiques au Québec. Il y a beaucoup plus d'aînés qui vivent en résidence privée pour aînés qu'ailleurs. Au Canada même. Vraiment, là, la proportion est vraiment forte. Vous pensez que c'est pourquoi? Est-ce qu'on a une caractéristique spéciale? Mais je vous dis, là, dans les données statistiques, là, nous autres, c'est montant, alors qu'ailleurs, c'est beaucoup plus faible. Comment répondre à cette question? Le réflexe du sociologue, ce serait de repartir 50 ans en arrière pour faire un historique pour arriver à voir comment ça s'est produit. Donc, c'est pas parce que les gens auraient forcément des têtes différentes qui ferait qu'il y aurait une préférence ici pour tel type de résidence plutôt que tel autre. J'aurais tendance à essayer de regarder comment est-ce qu'on a construit un parc résidentiel, qu'on a distribué les gens dedans, puis qu'on a ensuite, j'ai envie de dire, sous contrainte et conditions, proposer des alternatives aux gens qui ont pu aller en résidence pour aînés. Puis donc, une donne qui est importante à savoir, c'est que jusqu'au milieu des années 70, ici, la majorité des ménages étaient locataires. Ah. Donc, pour les gens qui sont plus âgés, il y en a beaucoup qui ont eu une vie de locataire avant de passer en résidence pour aînés. Donc, il faut se figurer des gens qui avaient peut-être moins de moyens, ont pas développé les modes de vie, habitudes, préférences des propriétaires. Puis donc, si c'était le cas, si c'est resté, donc on était moins propriétaires que le reste du Canada jusqu'aux années 70, pour les aînés qui sont présents aujourd'hui, c'est encore une réalité, mais ça ne veut pas dire que les générations qui vont suivre, qui sont entrées massivement dans la propriété d'une maison, puis particulièrement ceux qui ont eu des enfants, donc ça a atteint tout près de 80, je pense que c'était 88% en 2006. Les gens plus âgés qui avaient eu des enfants, la proportion de propriétaires, puis c'était pas des condos, c'était des maisons. Mais cette socialisation-là, une manière d'habiter, pourra amener des aspirations puis des moyens financiers différents quand viendra le temps de choisir où est-ce que je vais vivre mes vieux jours. Donc là, ça, c'est une donne qui rentre probablement dans l'équation de l'explication. L'idée qu'on a eue ici plus rapidement qu'ailleurs au Canada, une sortie de la condition de locataire pour entrer dans la condition de propriétaire, mais que les gens qui étaient, disons, jusqu'en 1971, les ménages qui étaient majoritairement locataires, ont peut-être continué de l'être dans la suite de leur vie. Puis donc, ça a conditionné leur mode d'entrée dans des résidences pour personnes aînées. Alors que ce que j'aurais tendance à faire aussi, c'est à ventiler la statistique de manière stratifiée en fonction des catégories socio-professionnelles puis des revenus. Pour savoir si cette tendance-là est quelque chose de général ou c'est spécifique à une stratification sociale différente ici puis dans d'autres provinces canadiennes où jusqu'aux années 70, au Canada, les Canadiens français étaient dans des conditions socio-économiques inférieures à celles du reste du Canada. Donc, ça peut aussi avoir une incidence sur
la manière dont on entre dans la vieillesse, puis quels sont les choix qui s'offrent à nous, puis les inclinaisons qu'on a quand on est rendu à passer en résidence pour personnes âgées. Le dernier point, ça serait, et là, ça, j'ai pas une connaissance de ça, mais comment on a développé le réseau et l'offre de résidence pour personnes âgées. Donc, jusqu'où il y avait le choix de faire autrement en fonction de ce qui était offert au moment où ils ont choisi une résidence. Puis, avoir sa place en résidence, c'est un enjeu de nos jours où, vous savez probablement plus que moi, on y va quand il y a une place, puis des fois, la place n'est pas là quand on en aurait immédiatement besoin et envie. Donc, ça aussi, c'est un choix sous contrainte où c'est pas la préférence qui est déterminante, c'est la nécessité. J'ai une question fort intéressante. Je vous la pose. D'autres sociétés ont mieux intégré les aînés, comme les pays scandinaves ou pays orientaux, comme la Chine, le Japon, alliant la tradition, modernité et le respect des aînés. Comment faire pour prendre d'eux et instaurer un meilleur intergénérationnel? Moi, je vous dirais, ça dépend des idéaux. Donc, je peux pas vous faire, comment je peux dire ça, une critique de chacune des sociétés où on aurait mieux intégré les aînés. Ce qui s'est vécu comme grand changement ici, ça a été d'avoir des rapports familiaux beaucoup plus démocratiques. C'est-à-dire où on était moins dans un rapport d'autorité et de subordination des enfants par rapport aux adultes. Ça s'est joué essentiellement dans les années 60 et 70 pour continuer dans un souci particulièrement fort du bien des enfants puis de l'épanouissement des enfants auxquels se dévouent les parents. Puis donc, ça, c'est une valeur ici que je n'échangerai pas contre la vie au Japon, où on est d'un taux de fécondité parmi les plus bas, où on regarde les enfants comme si ça coûtait cher, donc on est dans un autre rapport à la vie de famille qui est individualiste d'une autre façon et moins démocratique. Puis donc, vous pouvez pas tout avoir. Donc, ou bien vous êtes dans une culture différente, puis ça vient avec des avantages et des inconvénients, ou bien vous êtes dans la culture d'ici. Moi, si j'avais à choisir, je prends l'exemple du Japon, mais si j'avais à choisir entre le Japon et le Québec, j'aime mieux, pour moi-même, j'aime mieux rester au Québec. Maintenant, dans la démocratie, il y a du meilleur comme du pire. Donc, là, je pense qu'il y a un souci des aînés qui, au moins dans les esprits, s'accroît plus qu'auparavant. Donc, on est moins à l'aise avec l'idée de ce qu'on appelait placer les aînés. Puis, il y a eu un effort ça s'est pas fait tout seul, là. Il y a eu un effort de représentation médiatique de ce que ça voulait dire, puis de ce que ça représentait de placer quelqu'un, le visiter peu, le laisser tout seul. Donc, il y a une sensibilité accrue à ça. Maintenant, comment les gestes vont suivre, puis les comportements vont changer, puis l'organisation de nos vies va permettre que ça se passe mieux, c'est notre enjeu, c'est notre défi, là. Donc, l'organisation, c'est parce que quand on parle de mieux intégrer les aînés, c'est une question d'organisation sociale plus vaste que la relation de chacun avec ses proches aînés. Puis comme je vous le disais tout à l'heure dans l'exposé, ici, on valorise fortement l'indépendance et l'autonomie. Puis donc, des fois, on a une gêne à pas vouloir déranger, à pas vouloir demander, parce que la fierté de la personne est construite autour du fait de s'arranger tout seul, puis de pas être un fardeau pour ses proches, son groupe. Puis donc, ça, c'est quelque chose qu'on a valorisé à l'âge adulte. Puis là, quand on devient une personne âgée, il y a des ajustements à faire autour de ça, là. Donc, j'ai envie de dire, ça joue dans toutes les parties de l'interaction. Je vais faire un petit lien avec quelques... Mais c'est culturel, puis en même temps, c'est structurel. Ça dépend de comment sont organisées nos vies, puis c'est sur les deux en même temps qu'il faut travailler. Je vais parler de l'aide à mourir. Ça a un lien avec ce que vous dites. Parce que les gens sont habitués à être autonomes, on veut tout vivre à notre manière, on est content, on est heureux de vivre plein rendement puis en toute liberté. Puis quand tu vieillis, puis tu attrapes toutes sortes de maladies qui fait que tu perds beaucoup de vitalité puis que tu es
plus capable de vivre ça, on dépend des autres, ben c'est questionnable. Hein? C'est pour ça que je voudrais vous entendre parler. C'est OK, là, l'aide à mourir, c'est même parfait, mais c'est venu en raison d'un paquet d'éléments aussi. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je me trompe? Ben, j'en pense que les conditions pour que ça advienne, hein, c'est-à-dire qu'on en fasse quelque chose d'encadré et qui se pratique, ben, ça supposait d'abord que la moyenne des Québécois sorte d'une orthodoxie religieuse qui disait que ça se faisait pas, puis que, je veux dire, on avait un devoir de chérir, soigner la vie jusqu'au bout, dans le meilleur comme dans le pire. Donc, on est sorti collectivement de ça. On a un plus grand souci des individus comme étant des personnes capables de décider de ce que sera leur vie puis de conduire leur vie suivant une réflexion. Puis donc, quand les gens se retrouvent dans des situations de vulnérabilité où leur capacité de jugement et de décision serait troublée, ben on s'efforce d'encadrer les choses pour pas que le premier moment de découragement venu soit déterminant pour passer à l'acte. Donc, il y a quand même un soin qui est attaché à ne pas laisser des personnes en situation de vulnérabilité vivre des pressions où qu'un moment de déprime soit déterminant pour la suite. Puis après ça, ben c'est aussi le regard sur la vie qui change. Puis donc la vie digne, comme je disais tout à l'heure, souvent on l'attache à un idéal proche de la jeunesse qui refuse de renoncer à l'universel puis que tout soit possible. Mais quand on est rendu à l'aide médicale à mourir, c'est qu'on a quand même fait examen de la situation et la personne en arrive à un jugement qui serait éclairé sur qu'est-ce qui m'est permis d'espérer. Puis que si c'est à cette question, qu'est-ce qui m'est permis d'espérer, à 20 ans, quand on vient tout juste de sortir de l'adolescence, puis ben, même si tu vis des difficultés, la question qu'est-ce qui m'est permis d'espérer reste très ouverte. Quand vous vous retrouvez dans les conditions dans lesquelles collectivement on appuie la décision, parce qu'on l'autorise, donc on appuie la décision de l'aide médicale à mourir, c'est qu'on est rendu à se dire que il y a un enjeu de dignité et de bonheur de la personne qui prime sur un souci de maintenir la vie ad vitam aeternam. Donc, moi, c'est la signification de la vie, la signification de la personne, puis la sortie d'une conscience religieuse du monde qui faisait que cette question-là ne devait pas se poser. Ben, c'est ce qui nous amène là. Ensuite, ben, c'est sûr qu'il faut se redéfinir à travers ça. Qui veut faire cette aide-là volontairement? Comment on s'organise avec nos proches lorsqu'on prend cette décision-là? Donc, c'est une nouveauté qui crée de l'indétermination dans la façon de gérer ça, mais c'est comme d'autres expérimentations, là. C'est-à-dire qu'il y aura un temps avant que ça se stabilise puis ça devienne normal. C'est comme le divorce par consentement mutuel. Pendant longtemps, je veux dire, on pourrait ressortir des vieux bouquins qui parlaient de l'instabilité familiale, la crise de la famille. Puis aujourd'hui, on en est arrivé à des pratiques de la séparation qui sont plus qui peuvent être difficiles dans certains cas, mais qui sont plus sereines collectivement dans la manière d'envisager ça, dans la manière de penser ce que peut être l'avenir des enfants qui seraient mêlés à ça, dans la possibilité de se remettre en couple sans traîner quelque chose comme une honte de sa séparation. Donc, la société a fait du chemin, puis je pense qu'autour de la question de l'aide médicale à mourir, il y a aussi possibilité collectivement de cheminer vers des choses qui pourront se vivre de manière plus sereinement, puis plus assises dans leur légitimité, là, où les gens pourront en arriver à s'entendre sur le fait que certaines manières de faire ça sont convenables, voire désirables, puis que l'appui de la collectivité sera plus grand. J'ai une autre question, puis on a parlé, quand on s'est parlé avant la conférence, je vous disais que il y a beaucoup de changements sociaux, les aînés vivent plus de la même manière, les adultes non plus, les jeunes non plus, ça bouge, hein, c'est vraiment incroyable. Mais je vous avais dit, puis vous m'aviez dit quelque chose aussi, mais je voudrais que les autres l'entendent, mais ça se traduit pas, ces changements-là, beaucoup très vite dans les structures. Dans le sens que on a beau changer, c'est plus pareil, mais les structures, ils restent souvent longtemps fixes. Ce qui fait qu'on est différent, qu'on n'est plus adapté aux structures qu'on avait.
Comment ça, là, que c'est si long que ça, là, on n'en finit plus d'attendre des changements alors que il y a un grand changement social? Ben, je vais vous répondre avec un schéma qui peut avoir l'air un peu simple, mais qui aide à passer les moments du changement. Donc, le premier moment, c'est quand le problème, on n'en parle pas. Donc, le problème peut être vécu, mais il n'existe pas dans l'espace public. Donc, dans ce premier moment-là, je veux dire, les gens peuvent le vivre de manière personnelle, le problème, mais collectivement, il y a ni le souci ni l'emprise pour changer la chose. Puis donc, le deuxième moment qui est important, c'est quand on commence à en parler, quand on commence à représenter le problème, quand on commence à avancer des suggestions de solutions qui seraient pour certaines fantaisistes, pour d'autres praticables, mais que donc, ça soulève une attention dans l'espace public, puis ça, forcément, dans une démocratie, ça soulève aussi une attention des gens qui sont en position de responsabilité et de décision. Puis là, je suis pas cynique, c'est pas de dire qu'ils s'occupent pas des problèmes quand on leur impose pas, mais c'est pour dire que collectivement, il y a un changement d'état de conscience face aux problèmes, où au commencement, on pouvait regarder ça comme des problèmes privés, que chacun individuellement, on est pris avec ça. Quand ça entre dans l'espace public, notamment à travers la représentation médiatique, le militantisme, les gens qui font des documentaires, donc il y a toutes sortes de façons d'adresser les problèmes à l'espace public, on commence à les regarder comme des problèmes sociaux. C'est-à-dire qu'ils dépendent pas juste du mauvais sort de un ou l'autre, mais qui dépendent de conditions collectives sur lesquelles on pourrait éventuellement avoir une emprise en essayant d'appliquer telle ou telle solution. Mais là, je vais faire un parallèle avec les CHSLD. On est resté collé longtemps sur ce moment-là. Donc, on a parlé longtemps, on a représenté la chose. Et donc, là, on a eu un événement absolument critique et indignant où on espère qu'on passera au troisième temps. Mais le troisième temps est le temps de l'action collective. Puis au Québec, ça passe beaucoup par l'intervention de l'État, puis donc des mesures où on se fiera pas juste à l'initiative privée puis la mobilisation civique. On va s'attendre à ce que l'État se saisisse de la situation. Puis là, c'est un troisième temps où on se retrouve avec, puis là, vous le voyez dans le réseau de la santé, puis vous le voyez dans le réseau des garderies. C'est pas quand on veut, on peut. Puis ce qu'on imagine de manière très abstraite comme les changements qui s'imposent, très concrètement pour les gens qui sont dans les organisations de travail, ça peut signifier des demandes impossibles. Donc, il y a un troisième temps qui est de l'ordre qu'on pourrait dire des efforts de réforme et de négociation pour que les choses changent. Puis ça se fait pas en claquant des doigts. Donc, si on représente les choses, ignorance et négligence du problème vécu comme problème personnel, temps 1. Deuxième temps, amener le problème dans l'espace public puis développer une représentation. Pas juste une somme de problèmes personnels, c'est un problème social qui aurait des causes collectives ou des conditions sur lesquelles on pourrait agir pour que ça se transforme. Puis dans un troisième temps, la partie négociation, arrangement de transformation sociale, donc de l'ordre de la réforme, mais qui vont descendre jusque dans les organisations que l'État donc gère, coordonne, soutient. Ben ça peut être long. Mais en même temps, la pandémie nous a montré que ça peut être vite. Donc, il y a aussi des fois où cas de force majeure, consensus très rapide sous pression pour que des choses s'organisent vite. Donc, on a vu ça avec les mesures sanitaires, comment les commerçants puis même des industriels ont emboîté le pas pour que les choses se mettent en place. Donc, franchir les 3 temps, ça peut aller extrêmement vite. Mais ça dépend beaucoup de l'intérêt de l'attention qu'on y porte. Puis, comme je vous dis, il s'agit pas juste de quand on veut, on peut. C'est qu'après ça, faut s'entendre collectivement puis avec les gens qui sont impliqués sur la façon dont ça peut se faire, ça peut se pratiquer. Donc là, tout peut pas se faire en vitesse grand V comme la gestion de la pandémie l'a fait. Puis vous avez vu qu'il y a eu des frictions quand même autour de ça. Mais c'est un contre-exemple par rapport au CHSLD pour montrer comment est-ce que il y a des fois où les choses peuvent se faire très promptement
puis d'une manière qui va être quand même efficace. Et puis là, j'aurais une question bizarre, mais elle est quand même pertinente. Vous savez, la pandémie nous a bien démontré qu'on peut pas se regarder juste Québec, on peut pas se regarder juste Canada, oui. juste Amérique, on est tous collés, les humains, puis on fait une chaîne humaine parce que la pandémie est partout. C'est la même chose face au dérangement climatique. OK, on a eu moins, mais quand on regarde dans certains pays, il y a des exilés de leur place parce que ça marche plus. Fait que tout ça dérange énormément plus que l'âge. Fait que c'est sûr que quand tu vieillis, tu as plus de temps pour réfléchir, puis tu as comme des données dans la tête qui se rassemblent, puis ça bouge. Mais quand tu vois tout ça, là, des fois, on peut dire que tu sais, il y a beaucoup d'anxiété là qui peut arriver là parce qu'on voit tout là, les rapports. La vieillesse, c'est intéressant dans le sens que tu as une perspective, c'est vrai. Mais quand tu vois tout ça qui arrive, puis là, tu es conscient de ça, ben c'est difficile. Trouvez-vous ça, vous aussi, M. Morin? Ben, je vais diviser la question en deux. Le premier morceau que je dirais, c'est que la pandémie, c'est une situation de crise mondiale, c'est pas la première. Donc, l'espèce d'état de conscience où on se mobilise totalement sur un enjeu, ben, ça a été vécu dans les 2 premières guerres mondiales. Ça a été vécu d'une certaine façon dans la crise des années 30 qui a eu un caractère mondial. La guerre froide, par moment, appelle l'attention à tel point qu'on se détournait de ce qui pouvait être, disons, plus national et local. Mais donc, il y a puis les enjeux, bon, sur les changements climatiques, c'est une autre crise qui est en parallèle de la pandémie. Mais il y a des moments, donc, comme ça, où l'attention se tourne sur des enjeux à l'échelle mondiale. Puis, ce qui est pensé et réfléchi dans un regard plus local ou plus national, va être mis de côté. Puis donc, si là, vous me parlez de la vieillesse, mais si on allait dans un forum où on discute des politiques de développement régional, c'est semblable. C'est-à-dire que la pandémie a attiré toute l'attention, on s'est mis à égrener les interventions dans un esprit de relance économique qui est pas juste national, qui est mondial. Puis là, ben, les vues, les projets, les plans du côté du développement régional sont d'une certaine façon mis sur pause tout en étant dans un moment où il y a quand même des interventions qui vont avoir des incidences sur le développement régional, mais l'attention et la concentration n'est pas là. Donc, sur la question de la vieillesse puis des anxiétés que la situation actuelle peut générer, ben, c'est tout à fait compréhensible. Puis à l'autre bout de la chaîne, sur la jeunesse, l'éducation et les anxiétés que ça peut générer, c'est également extrêmement sensible. Donc, les périodes de crise sont des périodes où les belles assurances qu'on avait que tout continuerait comme avant puis qu'on peut cheminer dans une stabilité, ben ces choses-là se retrouvent ébranlées. Puis plus au début de la pandémie que maintenant, vous avez sûrement vu comme moi dans les médias qu'on avait des prophètes des grandes révolutions de, tu sais, il y aura une prise de conscience, puis désormais les gens feront ceci, cela, puis des gens absolument pessimistes où ils nous dessinaient une espèce de scénario du pire où les catastrophes s'enchaînaient. Bon, c'est typique des moments de crise, tu sais, où est-ce que dans l'incertitude, la machine à spéculer, puis à discuter, puis à débattre, puis à vouloir sortir du brouillard nous amène toutes sortes de visions. Chemin faisant, les choses se sont calmées. On a arrêté de parler de sortie de la pandémie puis d'essayer de mettre des échéances. Là, on essaie de composer avec cette situation-là. Puis, je dirais dans la tranquillisation de la chose, même si c'est pas fini puis on n'est pas sorti des questionnements, on se ressaisit de différents enjeux en se disant, bon, ben, maintenant qu'on se figure que ça sera peut-être plus forcément comme avant pour un bout de temps, ben, à court, moyen terme, comment on va travailler pour que les choses s'améliorent. Puis, donc, c'est souvent typique des lendemains de période de crise où il y a un premier temps où on est un peu plus affolé puis qu'on se figure que tous les possibles sont ouverts puis que les choses pourraient changer.
Puis à mesure qu'on expérimente comment les gens réagissent, s'ajustent, comment vont les conversations, la vie collective, je dirais, retrouve son chemin, qui n'est pas forcément celui qu'on y a tracé, mais que à travers ça, on se dit, ici, maintenant, puis avec des horizons souvent à plus court terme que ce qu'on pouvait avoir auparavant, où on se projetait dans l'extrêmement long terme, puis des extrapolations, quand la vie collective est chamboulée. Donc, ça s'est vécu dans les lendemains de la Première Guerre mondiale, ça s'est vécu dans les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, après ça, on a amené les idéologies du développement, mais quand on a commencé à avancer là-dedans, tout d'un coup, on s'est mis à vivre des crises, puis à changer, réorganiser nos visions. Donc, ces mouvements-là, pour moi, quand on prend un recul historique, ne sont pas étonnants. T'sais, donc, quand on les vit, c'est troublant, mais en même temps, je vous dirais que moi, je suis relativement tranquille avec le fait que je me dis, depuis un an, on a fait du chemin entre les éclats d'optimisme et de pessimisme, puis d'appel à l'urgence, mais